Allez, on commence. Donc, c'est Gilles et Christophe qui modèrent la session, c'est ça? Et en tout cas, je vous remercie vraiment encore beaucoup d'être venus nous présenter la substantifique moelle de cet ASCO 2025. Merci Antoine. Donc, on va entendre les présentations sur différentes thématiques, comme chaque année, sur les cancers du sein, digestif, hémopathie maligne, cancer thoracique et dermatologique. Merci aux intervenants. Et donc, on va passer la parole à Johanna Wasserman, qui est oncologue à la Pitié-Salpêtrière pour les cancers du sein et gynécologiques. Bonjour à toutes et tous. Donc pour commencer par les cancers du sein, j'ai choisi de m'intéresser uniquement aux cancers du sein métastatiques pour lesquels on a eu des grandes études de phase 3 qui vont peut-être amener probablement même à des changements de pratique. Donc vous savez que les cancers du sein, on les subdivise classiquement en 3 catégories, donc ce qu'on appelle les luminorécepteurs hormonaux positifs, HER2 négatifs, qui représentent à peu près 2/3 des cancers du sein métastatiques, et le tiers restant est réparti entre les cancers du sein HER2 surexprimés et les cancers du sein triple négatifs, donc récepteurs hormonaux négatifs, HER2 négatifs. Donc si on commence par les cancers du sein luminaux, le standard de traitement aujourd'hui en première ligne métastatique, c'est l'association d'une hormonothérapie, typiquement par un inhibiteur de l'aromatase, avec une molécule orale de la famille des inhibiteurs de CDK4/6, donc c'est la famille des Ciclibes, et on continue ce traitement, donc immunothérapie renforcée jusqu'à progression de la maladie. L'hypothèse de l'étude SERENA-6, c'était qu'on pouvait améliorer la survie sans progression en switchant de l'inhibiteur de l'aromatase vers une autre hormonothérapie qui est un dégradeur du récepteur à l'œstrogène, le camizestrant, en se laissant guider par la détection de mutations de résistance aux inhibiteurs d'aromatase. Donc, c'est des mutations du récepteur à l'œstrogène, ESR1, qu'on détecte dans l'ADN tumoral circulant, donc par biopsie liquide. Donc, on a 3325 patientes qui ont été prescreenées dans cette étude. C'était des patientes qui étaient en première ligne métastatique sous inhibiteur de l'aromatase plus inhibiteur de CDK4/6 depuis plus de 6 mois. Et donc, ces patientes ont été testées par biopsie liquide avec une recherche de la mutation ESR1 sur l'ADN tumoral circulant tous les 2-3 mois. Et la mutation donc, de résistance a été détectée chez 548 patientes, pour la moitié lors du premier test et pour l'autre moitié sur des tests ultérieurs. Donc, parmi celles-là, on a 315 patientes qui ont pu et accepté d'être randomisées dans l'étude. Et on voit que l'étude est positive puisqu'on a un allongement de la survie sans progression. Donc, quand on continue le traitement malgré la progression moléculaire, on a une survie sans progression radiologique de 9 mois, alors que quand on switch pour le camizestrant, on a une survie sans progression radiologique de 16 mois, avec donc un hazard ratio à 0,44. Un autre point intéressant, c'est que cette molécule, le camizestrant, semble avoir un profil de tolérance qui est tout à fait intéressant et que dans l'étude, la qualité de vie était préservée de façon plus prolongée dans le bras avec un switch pour le camizestrant. Cependant, cette étude ne permet pas de démontrer formellement l'utilité clinique d'une approche guidée par l'ADN tumoral circulant par rapport à une approche où on se guiderait par une progression radiologique sur scanner. Dans les cancers du sein métastatiques, cette fois-ci HER2 positif. Donc, le standard de traitement aujourd'hui en première ligne, c'est l'association d'une chimiothérapie par taxane avec un double blocage du récepteur HER2 par 2 anticorps monoclonaux, donc le trastuzumab et le pertuzumab. On fait 4 à 6 mois de chimiothérapie avec les anticorps et ensuite on fait une maintenance par les anticorps anti-HER2. Auquel on adjoint une hormonothérapie éventuellement renforcée par un inhibiteur de CDK4/6 si la maladie exprime les récepteurs hormonaux en plus de l'HER2. Et en cas de progression tumorale, on introduit à ce moment-là un anticorps conjugué qui est le trastuzumab deruxtecan, donc un inhibiteur de topoisomérase 1 en association avec l'anticorps monoclonal anti-HER2 trastuzumab. Et l'étude DESTINY-Breast09 a évalué chez des patientes qui étaient en première ligne métastatique d'un cancer du sein HER2 le traitement de référence, donc taxane, trastuzumab, pertuzumab, puis une maintenance par trastuzumab, pertuzumab,
ou alors une première ligne par trastuzumab deruxtecan en association avec le pertuzumab, donc anticorps monoclonal anti-HER2. Ça, c'est les résultats qui nous ont été présentés. Le troisième bras n'a pas encore été présenté. Donc, on voit des courbes de survie qui sont tout à fait intéressantes avec une étude qui était positive, un bénéfice en survie sans progression, un allongement de la médiane de survie sans progression de plus d'1 an. Vous voyez, ça passe de 27 mois à presque 41 mois dans le bras expérimental. Cependant, le revers de la médaille est un profil de tolérance dont on se doutait qu'il allait être probablement moins favorable avec l'anticorps conjugué. Donc, il s'agira dans l'avenir de sélectionner les patientes pour lesquelles on souhaitera faire cet équivalent d'escalade thérapeutique dès la première ligne. Enfin, dans les cancers du sein métastatique triple négatif, aujourd'hui, on a comme standard de première ligne, en cas de surexpression du récepteur PDL1, une association de chimio-immunothérapie avec du pembrolizumab anti-PD1. Et en cas de progression, on a un anticorps conjugué qui est le sacituzumab govitecan, donc l'association d'une chimiothérapie inhibiteur de topoisomérase 1 avec un anticorps monoclonal anti-TROP2 qui a montré un bénéfice en survie en ligne ultérieure. Et donc cette étude-là, à SEN04, s'est posé la question en première ligne de randomiser le traitement standard, donc chimio-immunothérapie avec du pembrolizumab, versus le sacituzumab govitecan dès la première ligne en association avec le pembrolizumab, avec toujours un bénéfice, un objectif principal en survie sans progression. Et donc cette étude est également positive, avec un bénéfice en survie sans progression. Donc vous voyez là des chiffres qui sont quand même nettement moins impressionnants en termes de délai de survie sans progression en première ligne, mais c'est le cancer du sein triple négatif. Donc qui passe de à peu près 8 mois dans le bras de référence à un peu plus de 11 mois dans le bras expérimental, avec un hazard ratio à 0,65, donc des résultats qui sont tout à fait encourageants. Un bénéfice dans tous les sous-groupes. Pour l'instant, pas de bénéfice observé en survie globale, mais ça sera compliqué puisque 81% des patientes du bras standard ont bénéficié du sacituzumab govitecan dans le cadre d'un crossover. Une amélioration du taux de réponse qui passe de 53% à 60%. Une amélioration de la durée de réponse. Alors, il faudra voir comment est-ce qu'on intègre ça dans nos pratiques, puisque aujourd'hui, les patientes qui sont traitées d'un cancer du sein localisé triple négatif reçoivent toutes du pembrolizumab en traitement néoadjuvant puis adjuvant. Donc, en cas de rechute métastatique, on ne sait pas du tout s'il sera pertinent d'intégrer ces données à ce moment-là. Voilà, pour le cancer du sein. Et maintenant, je vais vous parler un peu des cancers gynécologiques. Arbitrairement, j'ai choisi juste 2 présentations qui concernent que le cancer de l'ovaire. Donc, cette étude-là, qui concerne l'immunothérapie dans le cancer de l'ovaire en première ligne, qui s'est intéressée donc à des cancers de l'ovaire avancés et qui a randomisé donc des traitements qui commencent à être lourds et complexes. Donc, une chimiothérapie par carboplatine paclitaxel, éventuellement associé à du bevacizumab, qui est un standard de première ligne, avec ou sans le dostarlimab, donc immunothérapie anti-PD1, et un entretien, une fois que les 6 cycles de chimiothérapie sont terminés, un entretien par un inhibiteur de PARP, qui fait partie du traitement de référence, et le dostarlimab ou non, donc entretien par dostarlimab plus niraparib ou niraparib seul. Donc, dans cette étude, on voit un bénéfice du dostarlimab en survie sans progression, donné en concomitant puis en entretien. Un bénéfice, vous voyez, avec un hazard ratio à 0,85 et un delta de survie sans progression de l'ordre de 1,4 mois, dont on peut se poser la question de la pertinence clinique. On observait ce bénéfice quel que soit le statut PDL1 et jusqu'à présent, pas de bénéfice en survie globale. Et enfin, dernière communication retenue sur le cancer de l'ovaire, cette fois-ci dans les cancers résistants aux sels de platine, donc qui ont progressé dans les 6 mois après la dernière dose de platine. C'est des situations de particulièrement mauvais pronostic aujourd'hui encore. Et donc là, les patientes ont été randomisées entre une chimiothérapie par nab-paclitaxel ou le nab-paclitaxel avec une nouvelle molécule first in class qui s'appelle le relacorilant, qui est un antagoniste du récepteur des glucocorticoïdes. Et on voit
Une étude positive toujours, avec un hazard ratio à 0,71, mais un bénéfice en survie sans progression médiane de l'ordre de 1 mois. Cependant, une tendance qui a l'air très intéressante en termes de bénéfices en survie globale, donc à suivre, une amélioration également du taux de réponse et un profil de tolérance semblant favorable. Donc on verra comment est-ce qu'on intègre ces données dans l'algorithme de traitement futur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Romain. J'allais passer la parole à Romain. Mais... Merci beaucoup. Romain, à toi l'honneur pour les cancers digestifs. Dure tâche. Ah non, ça va être très facile. J'ai fait le choix de parler de 3 études qui guérissent, parce que je pense que c'est là où c'était les vrais gros highlights en cancer digestif à l'ASCO cette année. Mes liens d'intérêt. Donc, une étude qui est extrêmement importante et qui nous impose de revoir notre manière de fonctionner. Une étude qui montre que le sport guérit pour les cancers du côlon. C'est cette étude Challenge qui a été publiée dans la foulée de l'ASCO pour les patients avec un cancer du côlon opéré à risque de rechute, donc stade 2 à haut risque ou stade 3 avec une atteinte ganglionnaire, à qui on a fini la chimiothérapie adjuvante, qui sont donc en situation de rémission, des patients à qui on dit, dans le cadre du plan personnalisé après cancer, allez faire une activité physique, rendez-vous avec le coach d'APA. Et bien dans cette étude qui a pris un petit peu de temps, ils ont randomisé les patients entre un support éducationnel, faites du sport, pour faire simple, et un programme d'activité physique structuré, dont je vous ai mis le détail à droite de la diapositive, parce que ça montre bien que ce n'est pas juste un petit peu de sport avec du coach. Il y avait un objectif à atteindre en termes de quantité d'activité physique à avoir en plus par rapport au départ pour chaque patient. Et il fallait il y avait un rendez-vous obligatoire toutes les 2 semaines avec un coach sportif pendant 6 mois, puis une fois tous les mois pendant 3 ans au total. L'objectif de l'étude était l'amélioration de la survie sans maladie, sans rechute. Et vous voyez que c'est une population qui est un petit peu particulière, parce qu'il y a 38% d'obèses, ce qui est peut-être un peu plus que ce qu'on a nous en Europe. C'était des patients qui étaient canadiens et australiens. Néanmoins, 2 points importants. 1, il y avait quand même pas mal de patients tabagiques. Et 2, ils avaient quand même une activité physique initiale qui n'était pas nulle. Ce n'étaient pas des grands sportifs, mais ils étaient quand même capables de marcher 530 mètres en 6 minutes en médiane. Le fait de faire une activité physique, un programme d'activité physique structuré est faisable, et les patients globalement suivaient toutes les réunions obligatoires dans le cadre de cette étude. Et deuxième point, ça concerne l'amélioration de la survie. On voit que on passe en patients survivants sans rechute à 5 ans de 73% dans le bras standard, allez faire du sport, ça fera du bien, à 80%, allez faire du sport et je vous accompagne toutes les 2 semaines, et on atteint un objectif. Et il y a une amélioration de la survie globale de l'ordre de 7%. Ce qui veut dire que si on propose cette activité physique structurée à 16 patients, il y en aura un qui sera guéri en plus grâce à ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'amélioration de la survie était drivée par la mortalité liée au cancer du côlon. Donc on améliore la mortalité induite par le cancer du côlon, mais on réduit aussi le risque d'autres cancers. Vous voyez les nombres de patients ayant fait un cancer du sein, de la prostate ou autre, il y avait des poumons dedans aussi. On améliore non seulement le risque de rechute du cancer, mais globalement la santé des patients et le risque de second cancer. Et finalement, la seule complication de ce traitement-là, c'est les fractures et les déchirures musculaires. Donc c'est ravissant. La deuxième étude qui guérit, c'est pour les patients avec un cancer du côlon MSI de stade 3. C'est à peu près 15% des patients avec un cancer du côlon de stade 3 qui ont ce phénotype biologique particulier. Chez ces patients dont le standard de prise en charge est une combinaison de chimiothérapie oxaliplatine plus 5-FU ou oxaliplatine plus capecitabine, qui sont des tumeurs qui sont hautement sensibles à l'immunothérapie.
Cette étude a évalué le standard, le FOLFOX, pendant 6 mois. Ça a été initié au départ de l'étude d'IDEA qui a permis de réduire la voilure sur ce traitement-là, à le même traitement plus la tocilizumab, qui est un anti-PDL1, cette fois-ci pendant 1 an. En termes d'effets secondaires, on a les effets secondaires attendus lorsqu'on rajoute une immunothérapie. Bon, il y a des problèmes d'endocrinopathie en particulier. Rien de sévère, mais néanmoins. Et puis, en termes d'amélioration du pronostic des patients, on améliore de 10% le taux de patients guéris grâce à 3 ans, grâce à l'immunothérapie. Donc, clairement, des résultats qui sont très intéressants, néanmoins qui posent 2 questions. La première, c'est que j'aurais espéré encore plus. Peut-être que c'est parce que c'est la tezolizumab et que ce n'est pas un anti-PD1. Peut-être parce que c'est associé à la chimiothérapie. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on met le traitement en néoadjuvant pour les cancers du côlon MSI, on est à 2 tiers de patients en réponse complète pathologique avec une tumeur stérilisée. Donc peut-être que ce n'est pas le bon timing, mais en tout cas, ça veut dire que pour les patients qu'on a opérés maintenant, la question se pose de rajouter l'immunothérapie dès à présent, parce que ça fait mieux que l'oxaliplatine en valeur ajoutée par rapport au 5FU seul. Donc un vrai standard, même si je pense qu'on peut encore faire mieux dans les prochaines années. Et le troisième essai qui guérit, c'est l'essai Matterhorn dans les cancers œsogastriques. Donc les adénocarcinomes œsogastriques, ce sont des cancers qu'on traite par chimiothérapie périopératoire avec la meilleure des chimiothérapies qui est le FLOT, oxaliplatine, 5FU, docétaxel, en préopératoire 2 mois et en post-opératoire pendant 2 mois également. Cette étude a évalué l'ajout du durvalumab, un anti-PD1, dans cette indication, et en préopératoire, et en post-opératoire, et en continu pendant 1 an. L'étude est positive. Elle montre une amélioration, vous voyez en haut les courbes de survie sans maladie, avec globalement une valeur ajoutée, et je ne parle pas en médiane là, je parle en taux de patients vivants à 2 ans sans rechute de l'ordre de 8%, donc c'est utile à un patient sur 12, si mes calculs sont bons, en tout cas positive, et en survie globale également une étude qui est positive, à cette analyse qui est quand même précoce, parce que 2 ans de suivi dans cette situation-là, c'est pas non plus majeur, mais c'est-à-dire qu'il déjà il y a un signal significatif à la survie globale. Et je m'arrêterai là. Donc 3 études d'importance pour guérir. 1, l'activité physique structurée franche, et donc ça impose de revoir nos manières de faire, et puis 2 essais qui montrent que l'immunothérapie guérit à la fois les cancers du côlon MSI et les patients avec un cancer de l'estomac. Merci. Alors, je vais vous parler des hémopathies malignes. On va faire 2 grosses études qui éventuellement changeront la façon de faire. Et puis rapidement un florilège des nouvelles molécules et nouvelles immunothérapies qui arrivent dans notre domaine. On va commencer par un probable changement de pratique et une étude franco-française par le groupe IFM, qui est le groupe français du myélome, qui s'adresse à la majorité des myélomes, ceux qui peuvent être autogreffés. La question principale, c'est est-ce qu'on peut adapter le traitement à la maladie résiduelle. On commence par un traitement qui est déjà assez costaud, mais qui est déjà utilisé dans d'autres études. Et si la maladie résiduelle après ces 6 cycles est négative, on va comparer le traitement classique avec autogreffe, un traitement expérimental sans autogreffe. Si la maladie résiduelle est positive, c'est l'inverse, on pense que c'est une maladie plus grave, donc traditionnellement dans les études c'est plutôt faire 2 autogreffes, et là on va comparer un bras expérimental, une seule autogreffe et chimiothérapie. Pour le premier bras, celui qui répond bien, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence entre faire une autogreffe chimio et chimio tout seul. Donc quand on aura les AMM pour les médicaments correspondants dans les lignes correspondantes, ce sera probablement une future référence qui nous permettra d'éviter pas mal d'autogreffes dans le domaine du myélome. Et dans le bras qui est maladie résiduelle, ça ne veut plus avancer. Maladie résiduelle. Ouais. Maladie résiduelle positive, donc plutôt plus grave. Là aussi, il n'y a aucune différence entre les 2 bras. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire les doubles autogreffes comme on faisait jusqu'à un certain temps. Donc, on va être beaucoup moins agressif grâce à ce nouveau type de traitement avec anticorps monoclonal, les imides, la dexaméthasone et puis les inhibiteurs du protéasome.
Donc c'est une étude franco-française avec la publication juste derrière dans le New England. Alors malheureusement, c'est pas une personne de la PHP, mais c'est quand même une amie de Toulouse. Donc c'est un grand cocorico. Puis il y avait l'hémato en session plénière, ce qui est relativement rare, et qui plus est dans une maladie relativement plutôt bénigne en hémato, qu'est le vaquèse, la polyglobulie primitive. On a rarement des études de phase 3. Le principe, c'est d'utiliser une nouvelle molécule qui va mimer l'hepsidine. L'hepsidine, c'est une hormone naturelle que l'on a qui régule l'absorption du fer. Donc ça diminue l'absorption par le tube digestif et ça empêche les macrophages de libérer du fer. Donc en gros, si je donne de l'hepsidine, ou en l'occurrence cette molécule qu'on va utiliser dans le protocole qui mime l'hepsidine, la moelle aura moins de fer, donc pourra moins faire, c'est le moment de le dire, des globules rouges. Étude de phase 3. Les présentations sont uniquement sur la première partie, la partie 1A, qui compare de façon randomisée le nouveau médicament, rusfertide, plus le traitement de référence aux États-Unis, c'est-à-dire saigné, avec ou sans INREA ou autre type de chimiothérapie, au bras, placebo, plus le même type de traitement, et le critère principal, c'est l'arrêt des saignées. Et ce que l'on voit, c'est que uniquement déjà avec le placebo, il y a plus de 30% des patients qui vont arrêter les saignées. Ça pose quand même des questions sur la sensibilité des thérapeutes aux États-Unis. Et bien sûr, presque 80% qui arrêtent les saignées dans le bras avec la nouvelle molécule, le rusfertide, pour des critères un petit peu plus solides scientifiquement, c'est-à-dire l'hématocrite en dessous de 45%, qui est notre cible, parce qu'on a montré, notamment les Italiens, qu'au-dessus, il y avait plus de thrombose, donc c'est la cible habituelle que l'on accepte en France. Là, on passe placebo, il n'y a que 20% contre 90%, enfin 60% dans le bras de référence avec la nouvelle molécule. Le gros problème, c'est très bien d'avoir une nouvelle molécule comme ça, c'est qu'en France, c'est pas du tout la référence de faire des saignées. Donc ça s'adapte pas à la façon de traiter les vaquaises en France et dans pas mal de pays, mais c'est quand même probablement, potentiellement, une molécule qui sera intéressante dans l'avenir. Et on arrive un peu au florilège. Un premier florilège, c'est d'utiliser des molécules que l'on a déjà, mais des thérapies qui sont ciblées. Et en l'occurrence, contre le BCR-ABelson, vous le savez, vous vous souvenez, c'est une mutation qui est dans 100% des leucémies myéloïdes chroniques, mais dans pas mal de leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc depuis quelque temps, on a l'asciminib qui va cibler un endroit de la molécule BCR-ABelson qui n'est pas le même que les autres anti-BCR-ABelson. Donc l'idée, c'est d'éviter complètement la chimiothérapie. J'associe les deux qui vont cibler à des endroits différents, un petit peu de corticoïdes, et puis un bispécifique, le blinatumomab, qui est connu comme étant très efficace dans la maladie. Et vous voyez que ne serait-ce que après 2 cures, on a déjà 100% de réponse cytogénétique et les très bonnes réponses moléculaires, c'est-à-dire à partir de MRR4, à 50% sont déjà en excellente réponse quasiment complète après uniquement 2 cycles. Donc très prometteur et sans aucune chimiothérapie dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc c'est assez prometteur pour l'avenir. Thérapie ciblée en avance. Alors pourquoi en avance? Je vais vous expliquer. Ça, c'est dans la leucémie lymphoïde chronique. Actuellement, il n'y a plus du tout de chimiothérapie dans la LLC. Il y a 2 grandes familles de nouvelles molécules, les anti-BCL2 avec le venetoclax, et puis plusieurs molécules qui inhibent le BTK. Et là, cette nouvelle molécule, avec un nom un peu barbare, va inhiber à la fois BTK et à la fois LIN. À droite, vous avez pas mal de patients avec pas mal de mutations qui ont très bien répondu à ce traitement-là. Pourquoi c'est original? Parce que les nouvelles molécules qui arrivent, qui sont en cours d'étude actuellement, sont les dégradeurs de BTK. Donc, il ne s'est pas encore dans le commerce. Et cette nouvelle molécule, elle montre que 50% de ces dégradeurs en échec vont répondre à la nouvelle molécule. Donc, on est déjà en avance sur ce qui est déjà en avance sur la LLC. La musique va vraiment très très vite dans cette maladie-là et tant mieux pour les patients. Et puis, je charrie un petit peu, j'exagère, on dit que les bispécifiques c'est le futur, c'est quasiment has-been à l'ASCO parce qu'on avait les trispécifiques, 2 qui ont été présentés dans le myélome. Alors à chaque fois, il y a l'anti-CD3, et là, il y a 2 cibles sur le plasmocyte pathologique, 2 cibles qui sont des cibles de bispécifiques dans le commerce. Donc là, c'est 2 qui sont disponibles, qui sont attaqués par ce trispécifique. Et puis un autre, anti-CD38, là, qui est utilisé en première ligne, et puis anti-BCMA, qui sont les bispécifiques actuels, et puis bien sûr l'anti-CD3. Donc vous voyez, on va très très vite dans le développement des immunothérapies, dans les présentations, alors que c'était des phases 1, phase 1, 2, mais déjà avec des résultats assez intéressants. Les carticelles, on va déjà un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un seul récepteur sur les carticelles actuellement dans le commerce, là il y en a avec 2 récepteurs, ce qu'on appelle bicistronique. L'anti-CD19, c'est celui qu'on a classiquement dans le commerce, il y en a 3 disponibles dans les lymphomes, et là on rajoute le CD20, et on se rend compte que il y a un taux de réponse qui est excellent, et même sur 4 patients qui avaient déjà eu des CAR-T qui étaient réfractaires, il y en a un des 4 qui s'est mis en rémission complète. Donc là aussi, dans les carticelles, ça va très très vite. Et puis les immunothérapies, alors il y en avait un petit peu dans tous les sens et c'est assez passionnant. Là, on va cibler avec un anticorps une molécule que Clever-1, qui est un
un peu comme le PD-1, mais sur les monocytes et les macrophages. Donc, si on active, là c'est un anticorps qui active cette cible-là, Clever-1, eh bien, on va plutôt activer les lymphocytes vers le mode TH1, c'est-à-dire cytotoxiques qui vont directement détruire les cellules. Et en plus, il y a des récepteurs Clever-1 sur les cellules de myélodysplasie. À droite, vous avez les réponses. Vous voyez un peu plus de la moitié des patients qui sont des myélodysplasies de haut grade, déjà en reflux réfractaire, c'est-à-dire en général qui sont de très très mauvais pronostics. Il y en a plus la moitié qui vont répondre à ce nouvel immunomodulateur. Leucémie aiguë du sujet fragile, alors là aussi c'est un cocorico parce que c'est une équipe française, enfin des équipes françaises, et puis une start-up de Marseille qui utilise un anticorps qui s'appelle ICT01 qui va activer une protéine BTN3A, et on avait appris dans les allogreffes que quand on stimulait cette molécule-là, les cellules malignes de leucémie aiguë, les blastes, allaient activer certains lymphocytes T qui sont gamma delta, et notamment les gamma 9 delta 2, qui sont connus dans les allogreffes comme ayant un rôle majeur dans la GVL, c'est des réactions du greffon contre la leucémie. Et grâce à cette petite molécule, dans des leucémies aiguës qui, théoriquement, ne peuvent pas avoir de chimiothérapie, donc on traite normalement par azacitidine, venetoclax, on rajoute cette molécule-là, vous voyez qu'on est presque à 100% de réponse. Alors bien sûr, sur pas beaucoup de patients, mais c'est assez spectaculaire, et puis c'est sympa, si ça se confirme par la suite, d'avoir une molécule française dans cette maladie, avec un pronostic encore sombre. Là, vous avez un anticorps, vous voyez, qui a 4 sites de liaison et bispécifiques pour 2 cibles. Une qui est le CD30 qui est sur tous les cellules de Hodgkin, et le CD16, là c'est plus le lymphocyte T, mais c'est le monocyte macrophage qui va être activé. On fait plusieurs injections de cette petite molécule qui s'appelle la cinutamide. Alors quand il avait fait en monothérapie, ça fonctionnait pas bien. Donc ils se sont dit, en ce cas-là, on va utiliser des monocytes et des macrophages qui sont des NK qui sont allogéniques, qui viennent de son cordon, qu'on va injecter en même temps que la petite molécule. Et la majorité des patients qui sont reflux réfractaires de Hodgkin, qui ont déjà eu des anti-PD-1, des anti-CD30, répondent très bien. Donc là aussi, c'est extrêmement prometteur. Et pour terminer, une étude qui est in vitro, qui s'intéresse aux patients qui sont réfractaires au bispécifique, donc avec l'hypothèse sur les lymphocytes T qui sont mal activés. S'ils sont mal activés, on va donner d'autres lymphocytes T allogéniques, et pour cela, ils vont stimuler des lymphocytes T allogéniques contre plein de virus différents. Donc ce sont des lymphocytes T qui sont habitués à attaquer tout ce qu'on leur présente, et notamment les cellules tumorales. Et in vitro, vous voyez que à gauche, vous avez une population lymphocyte T qui est en dessous du seuil pour les CD3, qui est verticale, qui est assez faible quand on rajoute des cellules de lymphome, et à droite, quand on utilise ces lymphocytes T allogéniques de son cordon, on a la petite marque en haut à gauche, le CD3, qui est beaucoup plus proliférante avec les bispécifiques. Donc c'est un espoir pour l'avenir. Vous voyez, il y en a pas mal dans l'hématologie. Et ça, c'est toute l'équipe de la salpêtrière, enfin, du DMU. Hein. Voilà. Très bien. On passe au poumon avec Marie Wisles. Merci. Donc, pour le poumon, avancé pour les cancers à petites cellules, qui sont donc un sous-type de cancer du poumon de très mauvais pronostic, peut-être un petit peu moins fréquent, des patients très gros fumeurs, mais avec le plus souvent des maladies disséminées, avec une survie de l'ordre de 1 an pour ces malades. Et donc là, l'arrivée sur le marché du tarlatamab, qui est un T-cell engager. Donc vous avez le dessin ici qui rapproche le CD3 et DLL3 qui est une cible exprimée par les cellules tumorales de cancer à petites cellules. Et donc c'est une étude Delphi 304 qui randomise les patients entre le tarlatamab et une chimiothérapie en 2e ligne. Donc les patients sont traités en première ligne par du carbo VP16 avec une immunothérapie, et à progression ils sont randomisés entre tarlatamab et chémo, et vous avez un bénéfice de survie sans progression et surtout un bénéfice de survie globale. Et donc en 2e ligne, voilà, la survie en 2e ligne, elle est de 8 mois dans le bras chimio versus 13,6 mois dans le bras tarlatamab, un hasard ratio sur la survie, donc sur le risque de décès de 0,60, donc on a mis la mortalité de 40%. Donc ça, c'est une vraie avancée dans le cancer à petites cellules. On espère qu'on va avoir un accès précoce à cette molécule assez
rapidement. C'est un T-cell engager et donc pour le moment, on est un petit peu frileux pour le faire en ambulatoire. Pour le moment, dans les essais, les patients sont hospitalisés 48 heures. Après, les hématos ont beaucoup plus l'habitude que nous de ce T-cell engager. Nous, c'est pour les tumeurs solides pulmonaires, c'est le premier qu'on a. Mais là, il parlait à l'ASCO en effet que ça se faisait de plus en plus en ambulatoire, mais c'est vrai qu'il y a des risques de réaction à la perfusion, des risques de neurotoxicité que nous, on n'a pas encore bien l'habitude de manager. Donc, grande avancée et probablement un accès au tarlatamab, on l'espère. Deuxième avancée, c'est aussi dans les cancers à petites cellules, j'ai choisi de façon arbitraire, où là, il y a aussi un bénéfice de survie globale, peut-être un changement de pratique, mais je pense que cette avancée sur la survie va être écrasée par la première avec le tarlatamab. Là, c'est une étude de maintenance. Donc là encore, cancer à petites cellules disséminées, pronostic catastrophique, première ligne par carboplatine et toposide et une immunothérapie qui est atezolizumab. Et après l'induction de phase de 4 cycles, les patients sont randomisés entre la lurbinectédine et la poursuite de l'atezolizumab en maintenance. Et donc là encore, on a un bénéfice de survie globale. Là, on part de la randomisation, après la phase d'induction, et on passe de 10 mois à 13,2 mois. Aujourd'hui, on a la lurbinectidine en deuxième ligne, donc ça va être facile de l'avoir en maintenance. C'est quand même un produit qui est assez toxique, qui donne des toxicités hématopoïétiques, enfin pancytopéniques. Il y a aussi des troubles digestifs. Donc, est-ce qu'on va commencer à le faire en maintenance en attendant d'avoir le tarlatamab en deuxième ligne? Mais globalement, voilà, avancée pour les petites cellules. J'ai encore 2 autres avancées. Bénéfice de survie globale pour l'immunothérapie en néoadjuvant. L'étude CheckMate 816, chimio-immuno 3 cycles en néoadjuvant pour des cancers qui vont être opérables de stade 1B à 3A. On savait déjà que cette association niveau chimio par rapport à chimio, ça permettait une augmentation de la réponse histologique et un bénéfice de survie sans événement. Eh bien, maintenant, on a la survie globale qui est mature et donc on a un bénéfice de survie globale avec un hazard ratio à 0,72. Donc, 3 cycles de chimio-immuno en néoadjuvant par rapport à 3 cycles de chimio, on diminue le risque de décès de 30%. Donc voilà, on faisait déjà la chimio-immuno, on a l'accès, on a le remboursement, mais on sait maintenant que ça allonge la survie globale. En France, on n'a pas le périopératoire, on n'a pas l'adjuvant pour l'immuno, mais ces résultats confirment que peut-être 3 cycles de chimio-immuno, ça suffit. Et dernière avancée, peut-être la plus surprenante et qui va peut-être modifier aussi nos pratiques. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude sur la chronométrie de l'immunothérapie. Donc là, on prend des patients métastatiques non à petites cellules. Le standard, c'est la chimio-immuno. Et on compare une chimio-immuno donnée avant 15 heures à une chimio-immuno donnée après 15 heures. Et c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de données qui disaient que l'immuno, ça marchait mieux le matin, que le cortisol, c'est le matin. Et puis, c'est vrai pour d'autres médicaments aussi. Mais donc là, on a cette étude de phase 3 randomisée chinoise avant 15 heures, après 15 heures. Et vous voyez le bénéfice sur la survie globale avec un hazard ratio à 0,45. Et donc, il faut démarrer la chimio-immuno avant 15 heures. Et on diminue la mortalité de 50%. Donc c'est vrai qu'il y a des études de chimio-immuno où on comprend rien, où ça marche pas, d'autres ça marche. Donc on se demandait s'il fallait reprendre toutes les données et voir à quelle heure on administrait la chimio-immuno. Mais voilà, pour notre direction, les hôpitaux de jour pourront fermer à 15 heures parce que voilà, après 15 heures ça marche plus. Voilà, donc ça c'est une étude quand même qui a fait, on va voir si dans d'autres organes, enfin voilà, ça a posé d'autres doutes, on pourra en discuter après. Voilà. Un peu contre. On discute après, d'accord. Merci. On a une souris qui est quelque part, oui, d'accord. Super. Ben voilà. Donc moi, je vais vous parler des cancers urologiques. J'ai fait un choix de 3 présentations par organe.
Voilà, dans les cancers de la prostate, donc d'abord donc en maladie localisée, donc à haut risque, l'intérêt donc d'un adénovirus modifié avec une prodrogue. Après ça, on va voir l'étude d'amplitude avec un anti-PARP dans les cancers de hormonosensibles métastatiques. Et puis également, ça intéressera donc à la valeur du PSA, qui est prédictif en fait de la survie. Dans le cancer du rein, donc la phase 3 classique de Checkmate 224. Maintenant, donc on a suivi donc à 9 ans. On verra ça dans le maladie de VHL et puis donc les carticelles qui arrivent également dans les tumeurs solides. Et enfin, dans la vessie, il y avait 2 études qui étaient tout à fait intéressantes, qui avaient été présentées au précédent congrès ASCO-ESMO, maintenant qui sont les standards en métastatique et là en néoadjuvant. Et puis le satizumab govitecan en néoadjuvant dans la vessie. Donc tout d'abord dans la prostate, en localisé, localement avancé, donc high risk ou très high risk. Ici, donc on a cette molécule qu'on appelle le CAN 2409+, qui est un adénovirus non répliquant, qui code pour l'herpesvirus plein simplex avec introduisant donc la thymidine synthétase et donc avec le ganciclovir permet donc d'activer lorsqu'on injecte ce produit au niveau de la prostate 3 fois, eh bien on peut permettre d'avoir une augmentation de l'immunité au sein de la prostate et on associe ce traitement là donc à ADT plus radiothérapie par rapport au placebo qui est ici. Le critère principal est un critère de DFS. Vous voyez qu'ici il y a un différentiel qui est important, une réduction de 30%. Et donc peut-être qu'en France, en tout cas aux US maintenant, donc ils vont le proposer, peut-être qu'en France, on pourra également le proposer au quotidien. Vraiment intéressant. Donc après ça, donc un anti-PARP donc en maladie donc hormonosensible métastatique, donc avec le niraparib qui est ici, donc nira avec une trithérapie, niraparib, abiraterone plus ADT versus placebo. Donc c'est les patients qui avaient donc des mutations, donc qui avaient donc un statut HRR qui était positif. Lorsqu'on prend l'ensemble des patients, on a un hazard ratio qui est à 0,63 ici, et lorsqu'on prend les patients qui sont mutés BRCA1, BRCA2, vous voyez que le hazard ratio donc augmente à 0,52. Donc peut-être que demain, en phase métastatique hormonosensible, chez les patients qui sont HR positifs mutés, eh bien, on partira sur des triplets intégrant donc des anti-PARP. Enfin, une molécule tout à fait intéressante qui est à suivre, donc le GNG, donc une molécule de chez Janssen GNG, qui va cibler en fait le KLK2, qui est présent sur la plupart des cellules tumorales prostatiques, avec une double accroche à la fois sur KLK2 donc et CD3 donc sur les T-cells, et donc qui va aller en fait infiltrer, donc amener donc localement une infiltration donc immunitaire. Ça c'est une phase 1 avec une escalade de dose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez chez des patients qui étaient largement pré-traités des réponses PSA qui sont intéressantes aux alentours de 43% et surtout des durées de réponse qui sont prolongées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'événements, d'effets secondaires, vous voyez qu'en termes de cytokine release syndrome, il n'y a pas de grade 2 ou 3, donc c'est relativement facile d'utilisation. Il y a quelques problèmes locaux, mais sinon ça a l'air d'être bien toléré. Et cette molécule-là, donc dans le développement, donc présentée donc à l'ASCO, va être proposée avec plein de molécules, des hormonothérapies, des anti-PARP, de lutécium, etc., dans le cancer de la prostate. Enfin, la dernière étude qui est intéressante que j'ai choisie, c'est notamment par rapport donc au seuil de positivité ou négativité du PSA. Ils ont regardé le PSA donc à faire donc à 0,1, entre 0,1 et 0,19 ou au-dessus de 0,2 ici. Et en fait, ils démontrent qu'au cours du temps, entre 6 et 12 mois, chez les patients qui sont traités par hormonothérapie, bithérapie, ADT plus ARPI, qui sont les abiraterone ou les amides, on voit que au cours du temps, donc entre 6 et 12 mois, on a une augmentation du nombre de patients qui ont un PSA en dessous de 0,1. On a également une diminution des patients qui sont au-dessus de 0,2, donc on a une base de 48 à 32%, mais c'est surtout ce qui est intéressant dans cette étude multicentrique qui faisait intervenir pas mal de pays ici. Prospective, c'est qu'on voit en fait si le seuil de PSA donc est très bas, eh bien on voit que aussi bien la PFS que l'OS sont très améliorés, ce qui amène en fait à deux questions. Chez les patients qui ont un PSA qui malheureusement qui ne descend pas en dessous de 0,2, eh bien ce sont des patients de mauvais pronostic. Est-ce qu'il ne faut pas intensifier d'emblée ces patients-là? Et par contre, chez les patients qui ont un PSA qui est très bas, est-ce qu'il ne faut pas donc avoir une stratégie de désescalade thérapeutique et du coup retirer certains médicaments?
Voilà, donc la dernière chose, et c'était pour Gilles, hein, donc, et notamment pour notre groupe donc APHP, la presse release donc, pendant l'ASCO pardon, donc de l'étude PSMA donc Addition, qui est une étude de phase 3 avec le lutetium PSMA plus ARPI plus ADT qui est positive en RPFS. Donc voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire que nos patients qui étaient initialement traités en MCRPC en phase très avancée de la maladie, là vont être traités plus précocement. Et donc du coup, l'arrivée arrive en phase métastatique hormonosensible et on a des milliers de patients donc à traiter. Maintenant, donc, dans le cancer du rein, donc l'étude en fait classique qui a fait en fait qui a montré le bénéfice de l'immunothérapie IP-niveau par rapport au Sutent, une étude vraiment très ancienne, des données donc à 9 ans chez les patients qui étaient en première ligne. Ici, donc chez les patients de groupe intermédiaire et mauvais pronostic, d'après la classification de IMDC, on voit que tous les feux sont en vert. Donc il faut traiter ces patients par IP-niveau. Mais dans le groupe bon pronostic, ici favorable, on pensait que c'était un groupe plutôt favorisé par l'angiogenèse. Donc la PFS est en faveur du Sutent par rapport à l'immunothérapie, mais avec le recul, on voit qu'en termes d'OS et en durée de traitement, eh bien en fait, on peut traiter ces patients par immunothérapie. Vous voyez que ça fait vraiment bien donc à long terme. Et en termes de durée de réponse, c'est des patients qui ont des traitements pendant très longtemps. On sait qu'avec l'immunothérapie, les effets secondaires surviennent généralement dans 12 à 24 mois, mais après, en fait, il y a très peu de choses qui arrivent. Donc, on peut donner ces traitements-là passer 24 mois et on a peu de chance, ou en tout cas de malchance, d'avoir des effets secondaires liés à l'immunothérapie. Dans la maladie de Von Hippel-Lindau, donc on était signataire de cette étude-là grâce au réseau Prédire en France qui avait été coordonné par Stéphane Richard et qui a été repris donc actuellement donc à l'HEGP. Donc un anti-IV2, donc le Belzutifan, qui est en fait assez facile d'utilisation, c'est un traitement qu'on prend Péros et qui a été utilisé chez 61 patients comme maladie de VHL, une tumeur maladie qui est relativement rare. Donc 61 patients qui avaient soit des tumeurs du rein, soit des PNET, donc des lésions donc au niveau du pancréas, soit des lésions au niveau donc hémangioblastome, soit du cervelet, soit du rachis. Et on voit qu'en termes de taux de réponse, les petites tumeurs du rein de moins de 3 cm, on a 70% de réponse, on a 90% de réponse pour les PNET et on a 50% de réponse pour les hémangioblastomes. Et 100% de réponse pour les kystes oculaires pour ces patients-là. Ça veut dire ces patients qui avaient au départ des procédures chirurgicales, radiofréquences chirurgiques, etc. Une fois que le traitement a été mis en place, plus aucun patient n'a de procédure chirurgicale, ce qui est absolument incroyable. Et donc, pour ces patients qui ont une maladie de VHL, c'est le jour et la nuit en termes de qualité de vie. La dernière étude, c'est une étude avec les traverses, hein, donc avec un carticelle, hein, donc qui va cibler ici le CD70. Une étude chez les patients qui avaient été largement pré-traités dans le cancer du rein. Vous voyez que la médiane, c'était 4, mais les patients pouvaient avoir reçu jusqu'à 11 traitements donc initialement, des TKI ou des immunothérapies. Voilà le schéma de l'étude ici. En termes d'événements, on a des problèmes hématologiques ici, également des problèmes de cytokine release syndrome, mais on n'a aucun grade 3 ou 4. Et chez les patients qui expriment notamment le CD70 sur sa tumeur, eh bien, on a un taux de réponse de 31%. Lorsqu'on ça n'exprime pas, on n'a pas de réponse du tout. Donc, vraiment, un traitement ciblé donc, qui va démarrer. Et donc, donc, des molécules nouvelles tout à fait intéressantes dans le cancer du rein. Maintenant, si je passe donc à la vessie, donc l'étude EV302, donc avec l'enfortumab vedotin, donc et le pembrolizumab versus chimiothérapie. Hein. Je vous rappelle que la chimiothérapie pendant 30 ans, c'était vraiment le traitement de référence par Cora Sandberg, donc aux États-Unis. Donc avec ce traitement par EV-Pembro, ça détrône complètement la chimiothérapie. Et on a regardé en fait plus avant, notamment chez les patients qui étaient bons répondeurs, ce qui se passait sur le moyen terme. Eh bien, on a regardé donc d'abord le taux de réponse, on passe de 44% à 68% ici. Et lorsqu'on regarde la survie chez les patients qui sont en réponse complète ou en réponse partielle, vous voyez qu'on a un différentiel qui est très important. Et à 24 mois, on a une différence grosso modo de 20 à 25%. Et lorsqu'on regarde les patients en réponse complète ici, on a l'impression qu'on a un plateau et que c'est peut-être que certains patients sont guéris avec une immunochimiothérapie ici par rapport donc au groupe placebo, au groupe contrôle par chimiothérapie. Pour les patients en réponse partielle, c'est un petit peu moins vrai. En tout cas, ça renforce l'intérêt de cette association en première ligne dans le cancer de la vessie métastatique. Une deuxième étude qui est l'étude en fait Niagara, donc en néoadjuvant chez patients donc avec du durvalumab en pré-opératoire avec la chimiothérapie, cystectomie, puis après ça durva donc en entretien. Voilà les données en fait de l'année dernière donc de l'ESMO qui montraient donc un bénéfice de cette association là par rapport
à la chimiothérapie seule. Ici, en OFS, on a regardé en fait dans cette étude-là le ctDNA. Si le patient donc a un ctDNA négatif, on a un outcome qui est bien meilleur par rapport à ceux qui sont positifs. Si on regarde maintenant la clairance du ctDNA entre le début du traitement et la cystectomie, vous voyez que le traitement expérimental fait mieux. On passe de 57 à 70%. Et lorsqu'on regarde en fait l'EFS ici pour les patients donc qui ont en baseline un ctDNA positif, vous voyez que eh bien ceux qui n'ont pas de ctDNA positif font mieux que ceux qui ont une positivité de leur ctDNA. Lorsqu'on regarde maintenant les réponses en post-cystectomie par rapport donc au ctDNA, s'il est négatif, l'outcome est vraiment très très bon. On a une DFS qui est très très bonne par rapport à ceux qui ont un ctDNA positif. Et si on essaie de rajouter donc à ça comme facteur prédictif, notamment le taux de réponse complète, eh bien vous voyez notamment les patients ctDNA négatifs, il n'y a pas de différentiel que la réponse complète soit bonne ou pas. Par contre, voilà, ça n'impacte pas pour les patients qui sont ctDNA positifs. C'est ça, ça emporte en termes de facteurs pronostiques sur la survie. Enfin, l'étude sur 02, c'est une étude qui était intéressante avec le sazituzumab govitecan, en fait, qui malheureusement est assez toxique et qui n'était pas associé donc au GCSF dans la vessie, donc du coup qui ne sera pas développé dans la vessie. Mais malgré tout, c'était une étude intéressante avec le pembrolizumab pour essayer, notamment chez certains patients, de s'affranchir de la cystectomie, qui est vraiment un geste chirurgical qui est compliqué et qui rend les patients avec une qualité de vie qui est très très mauvaise. Donc en fait, ils ont pris un nombre de patients pas très élevé, environ 36 patients, avec les caractéristiques qui sont ici. Voilà, l'EFS, c'est une étude en fait non comparative. Et en termes de clinical complete response, ça veut dire quoi la clinical complete response? Ça veut dire que les patients qui ont une réponse à l'imagerie et un YPT0 ici, on a 44% de patients qui sont répondeurs et pour certains d'entre eux, ils ont uniquement une résection endoscopique au niveau de la vessie, mais pas de cystectomie et donc ils conservent leur vessie et ça c'est notamment dans le temps la durée de réponse de ces patients. Donc peut-être que demain, avec des traitements vraiment bien conduits en néoadjuvant qui sont extrêmement efficaces, on pourra s'affranchir dans la vessie de la cystectomie. Et je crois que j'en ai terminé. J'ai été très sélective. J'ai commencé par les carcinomes épidermoïdes à haut risque, qui est finalement le seul gros essai qui va nouveau, qui va changer nos pratiques. Alors plus exactement, il y a eu 2 essais de phase 3. Il y a eu CPOST qui étudiait l'efficacité du cemiplimab versus le placebo et l'essai de MSD qui étudiait le pembrolizumab versus placebo. Et devinez qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui est dans le New England? C'est le cemiplimab. Avec l'essai CPOST qui montre un bénéfice en DFS extrêmement significatif, avec un hazard ratio à 0,3, donc c'est pas à la marge. Par contre, l'essai Keynote est négatif. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences? C'est probablement la population qui n'est pas tout à fait les mêmes. C'est les critères de sélection des risques sont quand même globalement comparables, mais pas superposables. Il y a un peu plus de patients ganglionnaires, en plus en quantitatif dans ces postes, probablement plus de patients un peu plus graves dans ces postes. Ce qu'on ne sait pas bien dans Keynote, c'est les patients qui avaient des lésions en zone non UV exposée, qui sont a priori ceux qui répondent le mieux. Donc il est probable en fait qu'il y ait un problème de population, possible aussi qu'il y ait un problème de timing de la radiothérapie. Donc la radiothérapie adjuvante, c'est pas un standard dans les carcinomes épidermoïdes à haut risque, mais je dirais que chaque pays le fait en fonction du risque. Nous, par exemple, en France, et en particulier à Saint-Louis, on le fait volontiers en cas d'engainement périnerveux. D'autres vont le faire dans des formes récidivantes. En tout cas, dans ces 2 essais, la radiothérapie était en fait obligatoire, mais elle n'était pas faite au même moment. Est-ce que ça a influencé les résultats? On ne sait pas. L'autre hypothèse, je vous laisse la deviner, c'est celle que nous propose Régénéron, qui a peut-être un antipédien qui marche mieux que l'autre. En tout cas, est-ce que cet essai, une AMM est demandée et sera probablement obtenue? En pratique,
il y a déjà quelque chose qui a changé nos pratiques pour ces épidermoïdes très à risque. C'est, comme dans beaucoup de cancers, le néoadjuvant. Même s'il n'a pas encore d'AMM, il y a des essais très convaincants. Et quand on a finalement la chance de se faire adresser ou de voir des malades avant que le chirurgien ait taillé la lésion, on préfère, sur des patients graves, leur donner du néoadjuvant. C'est 3 cures, la chirurgie de ce qui reste, si le patient est d'accord, ce qui n'est pas souvent le cas, et des réponses extrêmement, je dirais, prolongées. Donc c'est mieux finalement que chirurgie et traitement adjuvant. Alors, en ce qui concerne le mélanome métastatique, je crois que je n'ai retenu que 2 études. Une qui n'est pas nouvelle, c'est en fait l'extension à 5 ans des résultats de l'ifilocel. Donc l'ifilocel, c'est la procédure des TIL, donc de l'injection des lymphocytes infiltrant la tumeur, mais de façon procédurée. Les TIL, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Il a fallu quand même attendre il y a 2 ans pour avoir un vrai essai randomisé avec les TIL, fait par les Pays-Bas. Et il a fallu attendre finalement que Jovance s'intéresse à l'affaire pour qu'on puisse avoir la possibilité d'injecter des TIL congelés. Et donc, cet essai, finalement, est un essai de phase 2, monobras, qui a inclus des patients en échec des immunothérapies et des thérapies ciblées quand les patients étaient BRAF mutés. Et en fait, j'ai choisi de vous montrer ici la durée des réponses, qui est quand même assez impressionnante, même si dans cette population hypertraitée, le taux de réponse, ça n'est que 31% des patients, avec assez peu de réponses complètes. C'est quand même des réponses durables. Et là, effectivement, c'est comme les CAR-T des hématos, c'est un traitement en fait. Alors avec toute la toxicité, je dirais que je n'ai pas rappelé, mais qui est inhérente à la chimiothérapie lymphodéplétive et également à l'utilisation de l'interleukine 2 à forte dose. Il y a, je dirais, la suite qui se prépare avec des TIL qui pourraient se passer d'IL2 à forte dose, notamment avec des cellules qui peuvent exprimer l'IL15. Mais ça, c'est encore des essais précoces. L'autre essai qui est une phase précoce, mais la phase 3 est en cours, que j'ai choisi de vous montrer, c'est en fait un essai TCR T-cell qui utilise en fait des cellules qui sont des cellules T autologues transduites avec un TCR qui reconnaît la molécule PRAM, donc qui est un antigène tumoral qui n'est pas exprimé que dans le mélanome, c'est assez ubiquitaire, mais c'est bien exprimé dans le mélanome. Et il s'agit d'une reconnaissance HLA restreinte et du coup, avec l'HLA le plus courant dans la population caucasienne, qui est A0201. La procédure fait appel, je dirais, à une aphérèse, à une chimiothérapie lymphodéplétive, à des doses d'IL2, mais qui sont moindres que celles utilisées par les TIL, pour les TIL. Il n'est pas impossible d'ailleurs que pour les TIL, on s'oriente vers la suite vers des doses moindres d'IL2, qui ajoutent, je dirais, une toxicité particulière dont les plus âgés d'entre nous se souviennent, avec les syndromes de fuite capillaire, les hypotensions, les fièvres également qui sont importantes. Alors, pas mal de syndrome de relargage cytokinique, avec quelques toxicités de grade 3, mais pas tant que ça finalement. Et des résultats, alors c'est tout petit, hein, c'est une phase 1, mais qui sont chez des malades pré-traités assez quand même bluffants. En termes de taux de réponse, vous voyez, 50% de taux de réponse. C'est vrai aussi dans le myélome de l'UV, pour lequel on a quand même si le tébintafusp prolonge des vies, c'est quand même une molécule qui donne pas beaucoup de taux de réponse, hein. On a un peu de mal à arrêter avec
Bon, c'est le premier traitement qui marche dans l'UV, donc on ne va pas se plaindre, mais là, c'est extrêmement prometteur. Et des durées de réponse, c'est évidemment très précoce, préliminaire, mais des durées de réponse qui ont l'air également très encourageantes. Et donc, je vais laisser la parole à... Où est-ce qu'il est parti? À Christophe, pour la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les présentateurs. Peut-être qu'on va se retrouver là s'il y a quelques questions aux orateurs. Première question, tu reviens sur l'immuno, donc avant 15 heures, après 15 heures. Alors, ça va être compliqué. Ouais. Alors, donc évidemment, ça a suscité des questions. C'était une session orale avec le fait que la demi-vie des anti-PD1 ou anti-PD1 est extrêmement longue. Donc, se dire que de décaler de quelques heures, on ne comprenait pas bien. Alors, c'est une thématique qui est très développée par, je ne veux pas écorcher son nom, je crois que c'est Francis Lévy. Francis Lévy, après Bruce, qui travaille depuis longtemps sur la chimiothérapie. Cette étude chinoise, et c'était en collaboration avec Francis Lévy, qui était bien sûr dans la salle. Et quand il y a quelqu'un qui a posé la question au présentateur, alors à quelques heures, la demi-vie, enfin ce que je viens de vous dire, l'orateur ne savait pas répondre, mais il a dit peut-être que Francis, tu peux répondre. Donc Francis Lévy est venu au micro et a dit que ce n'était pas la pharmacocinétique, mais c'était probablement ce qui se passait déjà dans les ganglions, etc. Après, j'ai discuté avec Boris Duchman, qui est un pneumologue à Avicenne et qui travaille sur la chronométrie avec Francis Lévy, et qui me dit en fait, en fonction du temps d'injection, on va faire proliférer une population lymphocytaire circulante qui n'est pas la même en fonction de l'heure. Donc la première, l'induction de cette prolifération de ce taux de lymphocytes circulants, semble-t-il, serait vachement important. Il y a une histoire de pic, en fait, c'est ça? Il y a une histoire de pic. Oui, et alors en plus, il me racontait, mais tu sais, les cancers du sein, l'ADN tumoral circulant, c'est plutôt la nuit. Enfin, donc, il y a tout un champ de découverte. Il paraît que les statines, ça marche mieux le soir. C'est le matin, en fait. C'est la 37 le matin, quoi. La température, c'est pas la même le matin et le soir. Donc, non, ça a l'air d'être super passionnant. Je sais pas si vous avez parlé, non? Oui. Non, moi j'avais reçu le professeur Lévy donc à Pompidou là, qui avait fait son exposé. Donc en fait ils ont déjà fait une étude en France là-dessus qui corrobore en fait avec l'étude chinoise. Donc à vérifier. Je sais pas ce qui passe en hémato. Non, on ne connaissait pas du tout, et il y a quelqu'un d'Avicenne qui est venu nous voir en disant est-ce qu'on peut comparer les carticelles en fonction des centres. Donc c'était une préliminaire qu'on a proposé au réseau des cartes donc pour essayer de le confirmer. On a comparé Henri Mondor et la Pitié-Salpêtrière, on n'a pas les mêmes horaires d'injection et il y a une différence de réponse. Après, c'est pas forcément les mêmes malades, donc il faut quand même pouvoir le confirmer sur plus de centres avant de dire que vraiment c'est quelque chose. Mais nous, ça nous a un peu étonné, mais pourquoi pas, hein, à voir. Hein. PHRC pour une étude de phase 3 dans le poumon, on va commencer avant 15 heures, après 15 heures. Céleste, tu voulais dire quelque chose? Ouais, dans le mélanome, il y avait à l'ASCO une étude, mais qui était une étude rétrospective, utilisant des scores de propension qui concluaient à la même chose. Quelque chose. Bon, très bien. Question de synthèse, est-ce que vous voyez chacun dans vos spécialités quelque chose qui peut vraiment être utilisé là, très rapidement dans les prochains mois? Pardon, Marie, tu avais une question? Romain, sur le sport, très bien. La survie, bénéfice de survie. C'était la survie globale. Tu as parlé de la survie spécifique par cancer, mais du coup, de quoi? C'est meurt moins d'infarctus quand même ou moins de cancer? J'ai pas compris. Alors, ils n'ont pas détaillé non plus excessivement. Ils ont dit c'est la mortalité liée au cancer. Ça a l'air d'être de la mortalité liée au cancer et de la mortalité liée au cancer du côlon en premier lieu. Après, même dans les supplémentaries du New England, c'est pas d'un détail extraordinaire, mais faut y aller.
Mais comme tu l'as souligné, c'était quand même un programme qui était assez long. Hein. C'est quand même sur 3 ans. Ouais, non, c'est sur 3 ans. Et en fait, le message séance par semaine d'une heure de marche active. Marche active, c'est là. Ouais, effectivement, c'est ça le message important, je pense, c'est que nous, on demande aux patients, est-ce que vous faites le tour de pâté de maison? Oui. Ah bon, bah, c'est déjà pas mal. Non, 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 c'est pas du tout assez. Il faut que vous marchiez 3 heures par semaine au point de ne pas pouvoir parler en même temps. C'est ça la marche active. Donc, c'est du 8 à 9 km/h théoriquement pour une personne en bonne santé. Donc, il faut y aller. Et c'était l'équivalent de 3 jogging de 30 c'est 3 jogging de 30 minutes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as plus de 80% qui adhèrent au début, et ça va jusqu'à la 3e année, ils sont encore à 65% des patients qui font cette activité-là, hein, qui suivent le programme. C'est dans le cadre du métier, dans la vraie vie, je pense que ça doit être moins, non? Vous le faites en pratique, là? C'est juste que ça veut dire que si tu veux monter un truc pour vraiment rendre service aux patients, il faut monter des programmes avec vraiment ce type de coaching. Ouais. Ils n'ont de pas dans les applications, tu les vois avec les patients? Pour l'instant, ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas grand-chose, c'est qu'on les oriente vers Paris après cancer ou l'ACAMI ou les associations d'activité physique adaptée. Mais je pense que c'est insuffisant. Et je pense qu'on est en deçà de ce qu'on devrait faire. Et dans les autres spécialités, là, l'intérêt à ce point du sport, vous l'avez noté déjà? Nous, on a la chance à Hôtel-Dieu, mais tout le monde peut y aller, hein, d'avoir le centre de réhabilitation à l'effort et cancer. Donc, c'est vrai qu'on en fait en pré-op pour les poumons, pour sevrage tabagique et diminuer la morbimortalité. Mais on les fait aussi en post-op. C'est des programmes aussi assez intenses, 3 fois par semaine, mais ça dure peu de temps. Quelques semaines, hein, mais il faut quand même qu'ils puissent aller à Hôtel-Dieu 2 fois 3 par semaine. Mais ensuite, ils sont censés continuer tout seuls. Je ne sais pas s'ils continuent tout seuls. Hein. Moi, c'est vrai qu'il y en a en consultation, je les vois, ils disent je continue, et d'autres ils disent bah non, j'y arrive pas à continuer. Ouais. Mais c'est pas mal pour commencer, quoi. Et en hémato, non, je sais pas, il y a eu des. Il n'y a pas de complications cardiaques ou vasculaires ou autres, non? Fracture. Ouais. En hémato, souvent, quand c'est des soins de confort et d'adaptation, on est en retard par rapport à l'oncologie. Donc, on est un peu à la traîne, mais il y a pas mal de groupes qui font soit des applications dans le myélome, soit de la boxe, alors sans aller au fond sur Strasbourg, par exemple. Donc, c'est du bien-être, mais nous, on n'a pas de publication prouvant qu'il y a jusqu'à maintenant, un avantage en termes de survie ou de survie sans progression. Il y en a pas tant que ça. Hein. Ça, c'était une des premières randomisées. Sinon, c'est des études rétrospectives, c'est un peu ou de la méta-analyse d'études un peu moyennes, quoi. Ça, oui, je crois qu'ils l'ont. Pancras, ça n'avait pas, non? Pancras, c'est des phases 2. Ça fait plus de bon transport. Ouais. Ok, des choses pratiques. Stéphane, niraparib. Différents types d'antiparb dans la prostate, donc on a l'embarras du choix entre l'olaparib, le talazoparib, le niraparib, etc. Donc c'était la première étude positive. Maintenant, donc en hormonosensible, il y a plein de traitements qui arrivent, notamment lutetium PSMA aussi qui améliore les RPFS. Donc on va avoir du mal à choisir quel traitement. On va partir sur des traitements personnalisés. Et puis, non, moi j'étais très surpris par tous les traitements nouveaux dans le cancer de la prostate sur des nouvelles cibles qui arrivent et qui vont inonder complètement le champ de sur le plan thérapeutique avec des stratégies nouvelles. Donc, il a déjà beaucoup changé. Ouais. Ça a pas mal changé, mais là ça va encore changer. Hein. Donc c'est vraiment bien. Avec des hormonothérapie, dégradeurs du récepteur, donc qui vont se débarrasser même des formes mutants du récepteur des androgènes. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ok. Durvalumab, du coup du déflotte bientôt. Bah oui, quand même, c'était une belle étude. C'est une belle étude, Matterhorn, pour les patients avec un cancer de l'estomac. Oui, on va attendre la MM et le remboursement. J'espère qu'ils vont avoir un accès précoce parce que c'est quand même beaucoup de patients chaque année et c'est des patients guéris. La question qui se pose néanmoins, mais à vous écouter, on a tous un peu la même difficulté, c'est la durée de traitement d'1 an pour ces patients-là. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille faire 1 an d'immunothérapie pour ces patients-là. Pour avoir participé à cette étude,
il y a un point négatif qui n'est pas du tout perçu, ou en tout cas capté, c'est que les patients ne se sentent en rémission qu'à la fin de l'année d'immunothérapie. Alors qu'avec la chimiothérapie péri-op, ils se sentent en rémission au bout de 4 mois. Donc ils perdent, c'est une sensation pure, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de patients qui disent « Ah, ça y est, je suis en rémission ». Bah non, ça fait depuis longtemps que vous êtes en rémission, monsieur, madame. Mais oui, il faut y avoir l'accès, il faut se dépêcher de pouvoir traiter ces patients-là, quoi. Mais avec toute la question effectivement sur la durée, parce que là on a les études qui viennent des études industrielles et pour lequel il va falloir que les études académiques aillent voir si on peut faire la désescalade, parce qu'en tout cas là, les 2 études que tu montrais, que ce soit en adjuvant dans les côlons ou en néoadjuvant et adjuvant dans les estomacs, ça va nous rallonger les traitements avec 1 an d'immunothérapie, ce qui va encore enfoncer nos hôpitaux de jour et voilà, ce qui va être complexe. Et les coûts. Une question, les CAR-T-cells pour les tumeurs solides, est-ce que dans les 5 ans, on aura une AMM? Comment on voit les choses? Est-ce que c'est des espoirs ou c'est un peu décevant finalement? Dans le Rhin, donc, dans le Rhin, il y a cette étude Traverse, là, donc, qui était vraiment intéressante, je ne sais pas si on l'a largement pré-traité, avec, semble-t-il, bon, il n'y avait quand même pas trop de grade 3-4, mais sur le plan des cytokine release, mais par contre des infections, hein, donc à gérer, donc ça on connaît pas trop, donc il faut faire appel au service de réa et d'infectiologie, donc à voir, mais bon c'est vrai que ça, je pense que demain ça devrait partir dans les tumeurs solides également, je crois qu'il n'y a aucune raison, enfin je sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a une différence, l'une des interprétations pourquoi vous mettez un peu de temps à avoir des CAR-T-cells. Ce qu'on m'a dit, nous, c'est que vous avez un micro-environnement qui est beaucoup plus solide, avec beaucoup plus de cellules qui font de la résistance aux CAR-T-cells que nous, on n'a pas. On a des tumeurs liquides. Les lymphomes, il y a beaucoup moins de micro-environnement. Parce que nous, on les a depuis pas mal de temps, les CAR-T-cells. Donc, il y a peut-être ça qui freine un petit peu de votre côté. Alors, j'ai vu que c'était un allo-CAR-T que vous faisiez, donc facile à donner. Il y avait des données au long cours ou pas de la réponse? Dans le suivi, c'était plutôt dans l'immédiat. D'accord. Bon, c'est quand même encourageant, hein, vous avez quand même des réponses, donc pourquoi pas. Et pour les mélanomes, Ce qui est déjà là, c'est les TCR T-cells, en fait. Ah, Il y a une AMM dans les synovialosarcomes, hein, en tout cas américaine, je crois qu'elle est en train d'être discutée en Europe. Et là, je dirais, je doute pas que l'essai là, sur le TRT-PRAM va être positif. Hein. Parce que Stéphane me disait en Chine, tout le monde a des CAR-T-cells maintenant. Il y avait une étude dans le poumon, là, je ne vais pas tout présenter, mais dans les petites cellules, il y avait aussi des CAR-T B7H3 qui montraient la faisabilité et un signal d'efficacité. Donc ça y est, hein, ça commence aussi. Ouais. Oui, je crois qu'en Chine, ils sont très très développés. Hein. En tout cas, là, j'avais une patiente qui a un cancer de l'ovaire, donc il va partir en Chine pour se faire traiter avec des CAR-T-cells. Donc, voilà. Ok. D'autres questions? Réflexions? Sinon, bah, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour l'effort de synthèse que vous avez tous fait pour ça, pour cette soirée. Et puis voilà, merci encore, merci à l'organisation, à Gilles et à la communication. Merci. Et puis, bonne soirée. Au revoir.